Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors, merci. Effectivement, il faut savoir que les éléments que vous évoquez là sont des éléments qui concernent non seulement une situation nationale, mais un environnement macroéconomique global qui est également atteint par ce ralentissement. Nous sommes, que ce soit nos voisins, l'ensemble des grands pôles régionaux qui ont tiré la croissance ces dernières années, de la Chine à l'Europe, tout le monde a été affecté par un certain nombre de modifications à la baisse. Donc aujourd'hui, nos opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, ont anticipé et sont en train d'ajuster leur stratégie. Effectivement, aujourd'hui, les autorités également sont en train d'ajuster un certain programme et faire en sorte que la destination Algérie reste attractive et que les gens poursuivent leur effort d'investissement, d'autant plus que nous avons des équilibres à maintenir, des équilibres budgétaires, des équilibres en titre de la balance des paiements. Donc pour cela, effectivement, une plus grande stabilité fiscale et juridique va être nécessaire, et donc tout le monde est très attentif quant aux dernières mesures qui vont faire l'objet de la loi des finances donc 2016 et également le nouveau code des investissements. Alors on peut dire déjà quelque chose des mesures qui ont été prises depuis le début de l'année, la LFC, cette tentative de faire entrer dans le circuit bancaire une partie des flux financiers. Alors on a des échos contradictoires sur le début de cette opération, qui est une amnistie fiscale qui ne dit pas son nom. On peut être d'accord sur cette formule. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été bien emmené et que ça a des chances d'aboutir? Alors effectivement, on ne peut que saluer l'initiative qu'on évoque effectivement au titre de l'assainissement financier ou en d'autres termes amnistie fiscale. On peut clairement donc être d'accord que cette remise en circulation de disponibilité dans le circuit formel ne peut avoir que du bon sens, dès lors que c'est rerouté adéquatement dans des projets de financement, des projets de production locale au travers du circuit bancaire. Cela étant dit, il y a encore des choses à affiner. Nous attendons à ce que certaines précisions puissent intervenir, à la fois pour les fonds qui sont détenus à l'étranger et qui pourraient faire également l'objet d'un retour sur le circuit national. Donc ça, c'est à mon avis un point fondamental. Le deuxième, c'est préciser un peu les garanties qui sont apportées, à savoir qu'aujourd'hui, clairement signifier que la fraude fiscale qui pourrait être à l'origine de ces fonds-là mis sur le circuit informel sont amplement concernés par cette mesure. Alors, on s'arrête une seconde quand même. Si les fonds détenus à l'étranger ne sont pas encore clairement concernés, et si la fraude fiscale reste une épée Damoclès au-dessus des gens qui veulent faire rentrer leur argent dans le circuit, on est passé quand même à côté de l'essentiel. Alors, effectivement, on pourrait avoir cette impression. Bon, l'avantage que nous avons, c'est que la mesure va s'étaler je dirais sur une période relativement longue, donc il faudra faire cet effort de communication, de précision ou d'ajustement réglementaire pour bien expliciter que les fonds, je dirais, détenus à l'étranger sont pris en considération, mais surtout que la fraude fiscale est pleinement partie de cette mise aux normes ou cette normalisation des flux. Et la façon dont c'est rédigé aujourd'hui, ce n'est pas dit comme ça. Le texte qui existe aujourd'hui, effectivement, n'est pas assez clair. Donc il nécessite une précision, puisque l'engagement que va devoir prendre le déposant va être de clairement signifier qu'en aucun cas, l'origine des fonds ne constitue un délit pénal. Et vous, de par votre activité, vous avez ressenti une réticence chez des acteurs qui auraient pu faire le pas et qui ne le feraient pas à cause de cette disposition? Réticence, non, mais besoin de clarification. Les gens sont aujourd'hui intéressés à participer à cette mesure, mais souhaitent avoir un confort un peu plus ample. Donc on s'attend que sur les périodes qui vont intervenir, profiter que des textes viennent amplifier la définition, mais clairement signifier que la fraude fiscale est clairement partie prenante de cette mesure. Je pense que dans l'exposé des motifs qui était à l'origine du texte, il n'y a aucun doute sur cette intégration, mais le texte doit être précisé. Okay. Mais en termes de montant, disons, les objectifs qui sont annoncés par, disons, le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, paraissent des montants relativement modestes. Est-ce que... La communication, en particulier celle du ministère des Finances aujourd'hui, celle du ministre des Finances a insisté au cours de tout l'été sur cette mesure que vous appelez une mesure d'amnistie fiscale. Est-ce que ça vous paraît une mesure en soi qui est une décision en soi qui est à la mesure des enjeux financiers? Là, on a une situation de déséquilibre massif
des finances publiques de l'Algérie, une situation qui est dénoncée partout, y compris par la Banque d'Algérie, qui dit que le trend de nos dépenses publiques, de nos finances publiques n'est pas soutenable. Est-ce que se focaliser sur cette mesure-là, est-ce que ça vous semble une mesure suffisante à la mesure des enjeux aujourd'hui? En effet, je pense que nous devons, à mon avis, adopter un certain prisme de lecture qui va dégager 2-3 choses. D'une part, c'est fondamental de participer à cet exercice pour différentes raisons. D'une part, pour une raison symbolique. Il est nécessaire de démontrer que cette opération, je dirais, une fois réussie, consacrera la confiance que peuvent porter les épargnants dans l'économie algérienne et dans le pays dans lequel tout le monde réside. Donc ça, c'est à mon avis un élément fondamental au titre de la symbolique. Au titre de budget et de l'équilibre, clairement, nous n'allons pas attendre que ce seul montant vienne équilibrer les budgets, même si, sous d'autres cieux, le Premier ministre italien vient d'indiquer clairement qu'il attend de l'amnistie fiscale qu'il vient de décider l'équilibre du budget. Donc, par ailleurs ou sous d'autres cieux, cela permet, ce sont des gens qui ont fait ça à plusieurs reprises. Les Italiens ont appelé ça le scudo fiscal et je ne sais pas s'ils sont à la 6e ou à la 7e tentative, mais elle a toujours donné d'excellents résultats. Donc, nous attendons, donc fondamentalement, donc, il y a un élément de confiance, des symboliques fortes. D'autre part, je pense que nous pourrions être surpris par les montants que cela pourrait attirer sur le réseau formel. Vous avez une idée du montant? Je pense que on ne va pas s'attarder, mais nous pourrions être très surpris à dépasser... On va parler $1 milliard. Je pense que nous pourrions être surpris. Ouais. Nous pourrions être surpris. Plus que ça, oui, nous pourrions être au-delà du $1 milliard. Et pour ainsi qu'on en prend le chemin, là, M. Djebbar, le président directeur général de la Badr Bank, a donné de premiers chiffres, je crois, hier. Vous avez une... Oui, effectivement. Les propos que il y en a qui ont parlé de quoi que porte M. Djebbar sont encourageants. Je pense que c'est encore trop tôt, puisque nous sommes encore à la veille, je dirais, au retour d'une période estivale, une période de rentrée. Les gens sont à l'attente ou à la demande d'un certain nombre d'éclaircissements. Beaucoup sont en train de... Je sais que les banques sont en train de mettre en place tout un cycle de formation pour pouvoir, je dirais, outiller leurs agents à la communication adéquate avec les déposants et encourager les personnes auxquelles ils pourraient être confrontés ou contactés. Donc c'est un élément important que de faire la bonne formation, la bonne information, afin d'attendre le bon résultat. Donc je pense que c'est encore trop tôt. Il ne faut pas avoir, à mon avis, de jugement hâtif et tirer sur l'ambulance de manière démesurée. Mais aujourd'hui, nous considérons que les outils de communication ne sont pas suffisants ou à la hauteur de ce que cela pourrait, nous apporter. Donc je pense qu'il faut vite faire un effort à ce sujet. D'accord. Donc vous nous dites que c'est une mesure qui en elle-même n'est pas, disons, susceptible de rétablir nos équilibres budgétaires. On a quelques indiscrétions aujourd'hui sur, disons, les grands équilibres de la loi de finances 2016. On nous dit en gros que les dépenses vont être réduites sensiblement, de près de 10%, et que l'effort va porter surtout sur les dépenses d'équipement. Donc elles vont être réduites de 18-20%. Comment on peut faire pour, disons, remplacer les dépenses budgétaires, remplacer la contribution de l'État par d'autres financements pour maintenir le même niveau de réalisation d'infrastructures économiques à l'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons entamer, je dirais, un chemin que nous avions déjà entamé par le passé. Seulement, peut-être qu'on va le faire de manière un peu plus accrue, peut-être de manière un peu plus assidue. Les partenariats publics-privés au titre des financements des infrastructures économiques n'est pas une nouvelle. On n'est pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. Par contre, il va falloir, pour que cela réussisse, encore une fois, que nous puissions ancrer cela, ces partenariats ou ces possibilités de financement mixtes, dans un ancrage fiscal et juridique extrêmement stable. Ça, c'est fondamental. L'Algérie participe dans un certain nombre de structures multilatérales du type FMI, du type Banque africaine de développement, etc., qui ne demandent qu'à pouvoir s'exposer un peu plus à l'Algérie et donc nous pourrions disposer d'une manne financière plus importante. Il faut savoir aujourd'hui que de par le monde, de nombreux fonds d'investissement sont spécialisés dans les infrastructures et se contenteraient très aisément et allègrement de rentabilité annuelle de 3-4% par an.
Ça laisserait, je dirais, aux autorités la possibilité d'allouer ces autres ressources vers des opportunités ou des investissements qui seraient beaucoup plus rémunérateurs. Monsieur Sibouakaz, vous êtes en train de nous dire qu'il faut recourir au financement extérieur. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir cela comme un danger. Il faut, à mon avis, être mesuré. Il ne faut pas revenir à des... Nous avons tous des souvenirs encore très frais de ce que l'Algérie a vécu à un certain moment de son histoire. Et j'ai envie de dire, c'était hier. Mais j'ai envie également de souligner que l'endettement extérieur, y recourir, y avoir accès, c'est un signe de crédibilité. Que les gens vous fassent, vous accordent un montant à financer, ça voudrait dire que les gens vous font confiance. Donc c'est un élément fondamental. Un avis de spécialiste, l'évolution des taux, tout le monde s'attend à ce que la Réserve Banque se remette à faire monter le taux américain. À ce seuil, c'est pas, l'argent reste bon marché à l'échelle internationale. Effectivement, oui. On est toujours dans un contexte... À la fois, nous allons pouvoir disposer de financements et des conditions qui sont, à mon avis, encore bon marché, d'autant plus que nous pourrions allouer les ressources dont nous disposons vers des rentabilités largement supérieures. Alors, Hassan a un peu s'est précipité pour évoquer ce sujet, ce n'était pas prévu d'y arriver aussi vite, mais... Aujourd'hui, si on doit aller vers ce type de financement, il y a quand même une problématique de financement par projet qui a évolué et qui n'est pas celle des années 80. Aujourd'hui, on finance un projet qui doit rendre de l'argent. Une autoroute, une station de dessalement, donc faire des montages PPP où il y a un poste-revenu qu'il faut dégager et souvent délicat. Délicat, vous évoquez deux exemples. Pour les autoroutes, nous n'avons pas encore assez de recul, mais nous pouvons démontrer que les exemples dans les pays limitrophes ou les pays voisins, je pense par exemple aux Espagnols, aux Italiens, etc., les autoroutes aujourd'hui sont des sociétés pleinement rentables, avec l'effort d'investissement, de maintenance, etc. Aujourd'hui, les concessions autoroutières, aéroportuaires, aériennes, etc., je dirais, sont des sociétés qui sont cotées sur des marchés, qui sont capables de délivrer et de distribuer des dividendes. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir, de limite à cela. Et il va falloir peut-être voir qu'est-ce qui relève d'éléments régaliens et qu'est-ce qui pourrait relever d'une activité commerciale sur laquelle l'État est soulagé de ne pas plus avoir d'emprise ou de responsabilité financière. Donc ça, c'est d'une part. Prenez l'exemple des unités de dessalement. Nous avons mis en place un certain nombre d'opérations au début des années 2000. Il faut rappeler le contexte où nous revenions à peine sur la scène internationale. Effectivement, des gens se sont engouffrés sur les premiers exemples de PPP. Je tiens à rappeler que c'est des entreprises extrêmement rentables qui aujourd'hui, sur le mécanisme 51-49 en faveur des non-résidents, distribuent régulièrement des dividendes sur des opérations qui tournent. Peut-être un ou deux cas près qui ont posé problème. Il y a un point de vue critique qui dit que les fournitures sont quand même à un prix totalement sacrifié, notamment le gaz. Mais il faut rappeler Vous connaissez bien ça. Il faut rappeler le contexte. Je pense que c'est important. Je pense que je pars du principe qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, je dirais, avant de savoir où est-ce qu'elle se dirige. En l'occurrence, il faut rappeler le contexte des années 2000. Nous sortions d'un environnement extrêmement difficile. Pour attirer des investisseurs et attirer de l'expertise, nous avons dû sacrifier un certain nombre de choses. Entre-temps, aujourd'hui, nous avons des entités qui tournent bien. Nous avons de l'expertise essentiellement algérienne qui intervient ici, mais qui intervient à partir d'ici sur des marchés étrangers. Essayons de trouver l'opportunité de rendre peut-être ces entités aujourd'hui 100% avec du dividende algérien. Je pense que c'est chose possible et il y a des indications dans ce sens. L'endettement extérieur en Algérie, depuis 2005, c'est un tabou. C'est quelque chose qui est devenu impossible. Quels sont les avantages du recours à l'endettement extérieur? Quelles sont les choses est-ce qu'on ne s'est pas privé aussi, c'est une thèse qui est défendue par beaucoup de gens, d'une expertise internationale dans la réalisation des équipements? Est-ce qu'on n'a pas été pénalisé justement par l'absence de cette expertise internationale? Très probable. Effectivement, on a dû passer à côté d'un certain nombre d'opportunités. Cela étant dit, encore une fois, je rappelle le contexte dans lequel ces décisions ont été prises. Il y avait une position relativement dogmatique, de dire, voilà, nous voulons désendetter le pays pour s'affranchir d'une certaine... Je rappelle à tout le monde un peu les... Alors, on a une première critique vis-à-vis du gouvernement au bout de 15 minutes avec Adel Sibouakaz. Ça démarre bien. Elle est toujours en place, cette position dogmatique. Oui, bien sûr. Elle existe. Elle devient de moins en moins partagée parce que ça nous empêche de participer ou d'obtenir une meilleure rentabilité. L'effet de levier aujourd'hui, là c'est le financier qui parle, est sain.
Toujours est-il que tant que vous pouvez servir le service de cet effet de levier. Donc aujourd'hui, nous avons, il faut quand même rappeler, la période difficile que nous avons traversée, avec les ajustements structurels que nous avons subis, ce sont des souvenirs que de nombreuses personnes souhaitent oublier. Faut pas. Et donc faut entendre cela. Aujourd'hui, revenir sur les marchés financiers avec une position un peu plus saine, malgré, je dirais, la situation dégradée au titre des réserves ou du pétrole. L'Algérie dispose encore d'une bonne signature. Nous avons encore la capacité de séduire. Nous avons des indicateurs macroéconomiques très, très généreux. Il est rare d'entendre que des entreprises ou des investissements installés en Algérie ont perdu de l'argent. Les gens gagnaient de l'argent. Éventuellement, ils en ont gagné moins, eu égard. Mais ça reste, nous sommes encore un marché à fort potentiel, nous avons une poussée démographique, nous avons un rattrapage et un nivellement par le haut du niveau de vie. Il faudra ajuster un certain nombre de choses pour éviter de vivre au-dessus de ses moyens. Mais peut-être qu'on va nous dire qu'on met la charrue avant les bœufs, ou que avant de parler d'endettement extérieur, d'emprunt international, peut-être qu'il faut parler justement d'un grand emprunt national. Est-ce que vous pensez de la faisabilité ou d'un grand emprunt national? Cela a été évoqué à de nombreuses reprises. Le FCE également, je dirais, a fait de nombreux échos à ce sujet. Les gens de Nabni également ont fait écho à ce sujet. Je pense que l'idée est encore une fois très à saluer. Toujours est-il, c'est qu'il faut donner du contenu à cet emprunt national. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas envisager d'emprunt national s'il n'y a pas d'indication claire sur l'allocation de ces ressources, où est-ce que ça va aller. C'est-à-dire que, encore une fois, il est préférable, nous allons avoir une obligation vis-à-vis de ces obligataires, nous avons clairement une nécessité de rendement. Il faut faire comme les Égyptiens, dire voilà, c'est pour financer le doublement du canal de Suez, etc. Voilà, je pense que ça va rassurer tout le monde. Je pense que comme nos amis banquiers sont toujours très friands de sûreté réelle, de garantie hypothécaire, je pense qu'effectivement aujourd'hui aller souscrire quelque chose auprès des épargnants dans leur grande définition, qu'ils soient institutionnels ou épargnants, petits épargnants. Pas seulement les banquiers, même les particuliers. Oui, les particuliers, oui, c'est ce que j'entends par petit épargnant. Il faut effectivement leur dire où est-ce que ça va atterrir, où est-ce que c'est. Vous avez une idée du type de projet qui peuvent emporter l'engouement des épargnants? Je partirais du principe que j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'utiliser des gens comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou la Banque européenne, etc., au titre de financement des infrastructures. Je pense que c'est très, très, très pertinent. J'irai sur des choses beaucoup plus concrètes pour un grand emprunt national. Tout le monde est en train d'évoquer, par exemple, la mise en place d'un nouveau port au centre d'Alger, enfin au centre du pays, en parlant de Ténès, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, ça peut être très pertinent. Mais c'est peut-être un recul déjà, parce que moi, je crois savoir que CMA-CGM s'était proposé pour le faire en PPP. Il y a un investisseur privé algérien, Cevital, pour ne pas le citer, qui voulait le faire aussi. Donc peut-être que recourir à un emprunt, à l'épargne publique pour le faire, c'est une forme de recul. Bon, je ne vais pas évoquer les situations. CMA-CGM, à ma connaissance, arrive à peine à se remettre en selle de sa situation financière. C'est vrai que l'offre est ancienne. L'offre est ancienne et surtout, il y a eu beaucoup de soubresauts depuis 2008. Donc, CMA-CGM a eu quelques graves difficultés. Donc, nous ne pouvons pas prendre le risque d'être assujetti pour des investissements de cette nature à un seul opérateur qui pourrait, lui, subir, de par ses activités dans le monde, une fragilité qui remettrait en cause la réalisation de ce projet. Je pense qu'il faut prendre des choses de manière très sérieuse. Jusqu'à présent, l'État a été le seul à le faire parce qu'ils ont considéré que cela relevait également de ses attributs. Donc pour qu'il fasse l'impasse sur cela, il faut donner un certain nombre de garanties. Aujourd'hui, on parle essentiellement de la nature du financement alloué à ce genre de ressources. Je pense que nous n'aurions pas de difficulté à faire financer, au travers d'un emprunt national, des choses de cette nature-là. D'autant plus que... On a les institutions. Bon, le public algérien, certainement, sera certainement intéressé par la réalisation d'un projet concret si on arrive à bien lui vendre. Est-ce qu'on a les institutions nationales, puisqu'il s'agit d'un emprunt national, qui sont capables de piloter ce genre de grand projet? Est-ce que la CNED, etc., est-ce que ça fonctionne bien, ça? Très bonne question, très bonne question. Je pense qu'il y a quand même un effort pour ce genre de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, qu'il faille mettre en place une modernisation des outils. J'entends pas par là forcément des hommes, mais je pense aussi que des femmes et des hommes doivent intervenir avec un nouveau prisme. Il est nécessaire peut-être de mettre en place de nouveaux véhicules dans le cadre d'une décentralisation, d'une débureaucratisation. Nous ne pouvons pas mener ces projets-là avec les outils existants. Je parle d'un point de vue réglementaire. L'appareillage est essentiellement lourd.
dès lors qu'on arrive à obtenir, j'ai pas envie d'aller en faisant l'impasse en disant une agence qui fonctionnerait comme un privé, mais j'ai envie de dire une agence qui agit librement avec une obligation de performance. Et donc à ce titre-là, les outils existants sont faibles. Peut-être une agence par projet. Non, une agence globale. Ça pourrait prendre la forme d'un secrétariat d'État à la modernisation de l'économie. C'est-à-dire, il n'y a pas. J'ai évoqué le terme d'agence, mais ce n'est pas, je dirais, une obligation. Même un secrétariat d'État à la modernisation de l'économie, c'est une idée qui circule actuellement, pourrait avoir toute sa pertinence pour prendre en charge et assumer, avec l'aide de structures adéquates, disponibles en local, mais également faire. Je dirais, appel à des ressources extérieures. Je veux dire, nous ne sommes pas consommateurs de services de conseil en stratégie. On ne croise pas souvent les gens comme Bain, McKinsey ou Roland Berger sur Alger. Donc je pense qu'il va falloir... Alors, ça, c'est la réponse aux instruments, aux outils qui pourraient permettre de rendre effective cette nouvelle manière de financer le développement des équipements en Algérie. Est-ce qu'on a une idée sur l'épargne disponible ces derniers temps? Parce que dans le circuit bancaire, aujourd'hui, on sent arriver une phase de rareté des liquidités. D'ailleurs, la Banque d'Algérie vient de décider de rouvrir le mécanisme de refinancement des banques. Est-ce qu'on a une idée sur où on en est de ce côté-là? Parce qu'il y a le financement traditionnel de l'économie, des PME, qui, lui, peut poser problème dans un contexte comme ça. Je ne pense pas qu'il faille être, à mon avis, aussi dramatique. Je ne pense pas qu'il faille être aussi dramatique. Je comprends les règles de bonne gouvernance que souhaite mettre en place la Banque centrale et parfois les signaux d'alerte qu'il souhaite émettre, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dramatique. Nous avons démontré par le passé que les ressources peuvent être disponibles. Nous ne sommes pas encore à une situation de crash test dans laquelle les liquidités viendraient à... Non, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à revoir. Vous avez évoqué que les banques, clairement, prêtent aussi facilement aujourd'hui à une PME qu'en 2013, 2012. Je vais apporter 2 précisions. La première, est-ce qu'on est en train de parler d'investissement productif? Et auquel cas, je dirais oui. Et si c'est pour les opérations d'importation et de revente en l'état ou d'opérations de commerce extérieur, je dis qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une contrainte par rapport à la Banque centrale qui va limiter le crédit par signature. Alors nous à l'agence qui vous accueille aujourd'hui, Radio M Interface Média, nous sommes dans le secteur des services. Est-ce que le secteur financier n'a pas tendance à traiter aussi le secteur des services comme étant spéculatif et importateur? Oui, en l'occurrence... être très prudentiel dans ses crédits, dans ses engagements. En l'occurrence, il n'y a pas que le système financier, puisque également l'administration fiscale, aujourd'hui, le taux d'IBS avec l'IBS qui était encore aligné sur la même activité. Donc nous espérons que sur cela, ça va bouger, puisqu'effectivement, un effet de levier en termes de génération de richesse, mais également d'emplois pérennes, vont être les services. Vous dites, M. Sebakaz, que l'alignement de l'IBS des importateurs sur celui des services est une erreur? Oui, clairement. Oui, je pense que sur cela, nous avons jugé trop rapidement et qu'il va falloir revoir la copie, dans le sens où les services, aujourd'hui, est un élément crucial de l'avenir économique de l'Algérie. Donc ça, c'est sans équivoque. Je reviens sur mon évocation de la Banque centrale précédemment, en parlant du commerce extérieur. Je pense, là aussi, il va falloir apporter un certain nombre de clarifications, puisque nous considérons que aligner l'importation et la revente en l'État, de la même manière que les achats en matières premières ou les achats en équipement productif, est une erreur, puisque si nous voulons substituer les importations par une industrialisation du pays, il y a déjà un délai incompressible à la réalisation d'un projet productif, obtention du terrain, les études, le financement, etc. Si en plus nous devons faire un effort plus important financier pour acquérir les matières premières en se passant en ayant la limite de la banque partenaire ou pour les équipements, non, je pense qu'il faut faire là une lecture et un discernement. Nous ne pouvons pas mettre l'importation et la revente de l'État de la même manière, traiter de la même manière que le reste de l'activité productive. Donc pourquoi M. Belkhelfa sait faire ça, alors qu'il est bien avisé que c'est pas pareil et que ça pénalise l'activité productive et la substitution à l'importation qu'il ambitionne? Là, en l'occurrence, je pense que les choses se sont faites dans l'urgence et la précipitation. Donc je ne pense pas, je suis convaincu que nombreuses personnes sont conscientes de la nécessité de discerner. Donc on va espérer que dans les textes qui vont venir avant la fin de l'année,
vont clarifier cela et vont permettre, en l'occurrence, nous invitons nos amis de la Banque centrale, à réfléchir sur le fait que cette mesure-là ne bloque pas justement l'industrialisation tant recherchée du pays. Puisqu'on a ouvert un chapitre sur la politique monétaire et la Banque d'Algérie, vous dites quoi de la dévaluation du dinar par rapport à l'investissement? On sait que ça a un effet de rétorsion des importations, qui peut être bienvenu, mais vis-à-vis de l'investissement, et vous êtes par votre fonction proche des investisseurs, est-ce que c'est quelque chose qui peut dissuader aussi, notamment les intervenants étrangers? Il y a deux éléments à voir là. Clairement, d'un point de vue macro, nous avons un risque d'inflation importée dont on pourra, à mon avis, mesurer les effets à partir de la fin de ce trimestre, début du trimestre prochain. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vais parler de 2-3 interactions que nous avons eues récemment sur des négociations qui ont eu lieu, qui avaient lieu depuis le début de cette année, sur lesquelles les gens ont clairement réfléchi et, j'ai envie de dire, modifié les conditions d'entrée dans des opérations d'investissement en Algérie au vu de cette dégradation. Donc je pense qu'il faut... Modifier dans quel sens? Dégrader les propositions. Ils se sont assurés un plus grand nombre de protections. Donc sur cela, je pense que nous devons avoir un regard avisé, parce que nous ne sommes pas en train de dire que l'industrialisation a déjà fait son effet et que nous pouvons compenser par plus de valeur ajoutée au renforcement de notre monnaie. Je pense que tout cet effort d'industrialisation va nous prendre du temps. Il va prendre du temps. Et nous sommes en train de parler de cycles qui vont être au minimum de 3 à 5 ans. Ce sont les délais nécessaires pour que les choses se réalisent et puissent commencer à donner leurs fruits en termes de création d'emplois, de valeur ajoutée, de fiscalité et autres. Donc il va falloir qu'on nous regardions les choses de manière très rapprochée quant au traitement de notre politique monétaire. Bon, je pense que nous n'allons pas pouvoir maintenir cet exercice-là ou cette dégradation pour trouver des solutions. Je vous pose la question autrement, M. Sebag. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités, quand elles pilotent la politique monétaire, ne regardent que le post-importation et pas l'ensemble des conséquences que cela peut avoir sur l'activité, notamment ce que vous venez de dire, une dégradation des flux entrants d'investisseurs étrangers? Je pense que nous avons tous la certitude que depuis les 3 dernières années, l'un des éléments les plus marquants, je dirais, de la politique économique a été le traitement des importations. Et j'ai envie de dire, à juste titre, puisque nous souhaitons essayer contenir ce budget, tout en industrialisation ou en réduisant le flux sortant. Mais cela ne peut pas passer strictement par la politique monétaire ou uniquement ou majoritairement par la politique monétaire. Il faut rassembler. C'est passé aussi par les quotas. Vous avez vu un petit peu le charivari que ça a provoqué. Oui, sur lequel aujourd'hui il n'y a pas de mise en place de mécanisme, puisqu'effectivement il ne faut pas oublier que nous avons un marché, que le marché est censé s'équilibrer soi-même, et je ne pense pas qu'il faille, à titre de décret ou de texte, venir bloquer cela. Non, il faut avoir à mon avis une politique économique qui, comprend à la fois l'élément de politique monétaire, mais pas que. C'est-à-dire c'est un élément nécessaire, mais pas suffisant. Nous devons, à mon avis, réfléchir sur les ensembles des éléments, et sur cela, je pense que nous devons faire un effort, à savoir la débureaucratisation, faciliter l'acte d'investir, soulager un peu les entrées et les sorties d'investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Alors, moi, je voudrais revenir sur justement la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui pour pour endiguer les importations. Un certain nombre d'analystes aujourd'hui qui nous disent qu'on n'a rien fait de très très notable dans ce domaine. C'est-à-dire que si on prend les chiffres du commerce extérieur, ceux qui sont disponibles pour l'instant jusqu'au premier semestre 2015, on a un niveau d'importation qui a diminué de façon faciale, c'est-à-dire nominalement, de 10% à peu près. C'est ce que confirme la Banque d'Algérie la semaine dernière. Mais apparemment, c'est une diminution qui n'est pas une diminution en termes physiques. C'est une diminution qui est due essentiellement à des effets de change, premièrement, et deuxièmement, à une baisse, en fait, sur les marchés internationaux des prix des matières premières agricoles et industrielles. Alors, est-ce qu'on a fait suffisamment et est-ce qu'on a fait quelque chose, d'ailleurs, pour endiguer les importations depuis 1 an et demi? D'une part, il ne faut pas oublier que le marché n'est pas, lorsqu'il exprime une demande, il va souhaiter la satisfaire. Donc, je pense il y avait déjà une certaine dynamique, il y avait une inertie qui
qu'il ne faut pas oublier. Donc nous ne pouvons pas du jour au lendemain, au travers de textes, modifier un certain nombre de choses. Donc ça, je salue encore une fois la volonté de vouloir réduire les importations. On prend les véhicules, par exemple, qui ont été, à mon avis, à l'origine d'un certain nombre de décisions. Oui, mais nous ne pouvons pas le faire du jour au lendemain. D'accord. Il y avait une volonté de rattrapage, des augmentations de salaire, un renouvellement de la flotte. Il ne faut pas oublier que la flotte automobile en Algérie, plus de 50% encore aujourd'hui, à plus de 15 ans. Donc nous allons encore avoir cet effort de renouvellement. Faisons en sorte que ce soit l'objet d'unités de montage, etc., ou d'assemblage qui en tire profit et qui on permettra de maintenir une certaine valeur ajoutée en local. Maintenant, la manière de réduire la facture d'importation, elle va fonctionner en deux temps. D'une part, comment allons-nous réussir à industrialiser le pays, réduire, substituer les importations existantes? Il y a des choses que nous allons pouvoir faire aujourd'hui à un horizon de 6 mois, d'autres à 3 ans, d'autres à 5 ans. Donc il ne faut pas s'attendre que des décisions qui ont été prises aujourd'hui, à moins de vouloir vraiment interdire tel produit, encore faudrait-il que nous puissions satisfaire ce produit ou cette demande en local. De la même manière, à savoir satisfaire, ce n'est pas uniquement un produit similaire, c'est le produit similaire aux mêmes conditions de qualité, de prix, etc. etc. Qu'est-ce que vous dites, M. Sibouakez, aux gens, on reste sur la même thématique, des importations, qui disent que, en fait, le gonflement de la facture d'importation de l'Algérie est quand même nettement lié à la politique de contrôle des sorties des capitaux en Algérie, qui fait que, notamment ceux qui importent et qui revendent dans l'État, ne pouvaient plus ces dernières années réexporter leurs dividendes, et que donc ils ont imputé leur prix de transfert, notamment les groupes qui travaillent en interne, ils ont gonflé les factures d'importation pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Est-ce que vous ne diriez pas qu'aujourd'hui, rétablir une possibilité de rapatrier tranquillement ces dividendes pourrait dégonfler la facture de l'importation? Il y a deux éléments. Alors d'une part le flux de capitaux sortants sur lesquels il y a de la surfacturation a toujours existé, peu ou prou. Il s'est accéléré en effet à partir du moment où la mesure ne permettait plus aux investisseurs non résidents de rapatrier leurs dividendes. Je pense que cette précision est importante, puisque les prix de transfert, notamment donc intra-groupe, ont fait l'objet, je dirais, d'un certain nombre de conclusions et de part de l'administration fiscale où nous avons clairement conclu à certains dépassements et certaines dérives. Vous dites juste que ça s'est accéléré, vous ne dites pas que c'est un phénomène qui a explosé depuis 3-4 ans? Oui, parce que ça, non pas par les factures, mais parce que les volumes sont devenus plus importants. Nous importions 200 000 véhicules fin 2008, 230 000 véhicules. Nous sommes passés à plus de 400 000 pour toutes les années suivantes. Donc effectivement, 600 000 en 2002. 600 000. Oui, donc en valeur, effectivement, c'est devenu plus important. Mais je parle du mécanisme. Il faut rappeler aujourd'hui que les textes de loi indiquent clairement que les non-résidents, la distribution de dividendes aux non-résidents d'activités liées à l'importation et à la revente à l'État est non éligible. Donc aujourd'hui... Non éligible au rapatriement. Au rapatriement. Donc à la distribution, oui. Mais au rapatriement, au transfert à l'étranger, non. Donc il faut, à mon avis, avoir une véritable question à ce sujet et dire, soit cette activité devient le seul fait d'investisseurs nationaux résidents, et à ce moment-là, ça veut dire que l'importation et la revente à l'État est le seul fait d'Algériens, soit nous allons pouvoir permettre aux non-résidents de se distribuer et de transférer une partie de ces résultats-là. Alors la tendance qui est prise par le gouvernement en ce moment, c'est plutôt de traquer les prix de transfert et de continuer à interdire le rapatriement des dividendes pour les non-résidents. Oui, effectivement. Pour l'instant, je pense que nous avons un effet de myopie. Nous ne sommes pas en train de nous rapprocher du fond du problème et d'essayer de comprendre l'origine de cette surfacturation qui aujourd'hui prend sa naissance, entre autres dans l'existence de ce texte. Comment font les Marocains, M. Siabak? Ils accueillent beaucoup de flux entrants et ils sont très permissifs dans les flux sortants. Oui, effectivement. Il y a une véritable liberté, eux ou nos voisins égyptiens et tunisiens. Donc, je pense qu'il n'y a pas il y a une contrainte dans d'autres types de flux, mais sur l'achat et l'importation et la revente en l'État, il y a une véritable transparence. Donc, d'ailleurs, ce sont des entreprises qui sont pour la plupart cotées en bourse, et nous arrivons à dégager ou identifier quelles sont les marges qui sont existantes dans telle ou telle activité. Je pense qu'encore une fois, il va falloir avoir un débat, une réflexion adulte à ce sujet, et il va falloir trancher. Est-ce que nous allons devoir céder l'ensemble de ces cartes à des nationaux résidents pour pouvoir permettre, je dirais, d'éviter cet exercice de surfacturation existant aujourd'hui,
Vous êtes au courant qu'il y a une tutelle, enfin, le ministère du Commerce, je crois, qui a suggéré à certaines entreprises étrangères de revendre en l'état, donc qui importent, de vendre leurs actifs, si c'était qu'ils n'étaient pas suffisamment à l'aise dans ce dispositif. Donc il y a peut-être cette option d'interdire et progressivement de passer à une configuration où seuls les nationaux résidents pourraient faire ce type d'activité. Ouais, il faut voir dans quelle mesure comment cette mesure se détaille, puisqu'il y a quand même, nous avons permis l'implantation de ces gens-là, nous avons permis l'activité de ces gens-là, donc le concept même du droit positif fait que nous ne pouvons pas revenir avec une situation de manière rétroactive en défaveur de celui qui aujourd'hui l'entreprend. Donc mais effectivement, on les nationalise, on fait une... Oui, et par ailleurs, il y a effectivement cet écueil. Comment expliquer que les opérateurs interviennent dans une activité alors que la distribution et le transfert de dividendes ne sera pas possible? Donc là, effectivement, il faudrait éviter un dialogue de sourds, il faut se pencher sérieusement sur le problème, et je pense que ça nous économisera quelques milliards de surfacturation aisément. Alors justement, vous êtes un observateur certainement privilégié du fait des contacts que vous avez avec un certain nombre d'investisseurs internationaux, de l'évolution, disons, du cadre juridique de l'investissement étranger au cours des dernières années. Vous faites quel bilan, vous, du 51-49 ? Je crois que vous avez une position qui est relativement nuancée. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une catastrophe, que ça a provoqué un effondrement des flux d'investissement étrangers en Algérie. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que depuis 2009, on a une vraie régression des flux d'investissement en Algérie ? Et bon, est-ce que c'est dû au 51-49 ou à d'autres causes? Effectivement, il faut être nuancé en plusieurs aspects. Nuancé, il faudrait déjà mettre à l'écart le secteur oil and gas qui, lui, répond à d'autres règles. Donc déjà, ça, c'est un élément fondamental. Mais si nous regardons donc le secteur hors oil and gas, nous avons continué, bon an, mal an, à améliorer le flux d'investissement, en tout cas clairement plus important que celui qui existait avant la mise en place de ce dispositif de 51-49. Là où peut-être Vous avez des chiffres? Nous avons hors hydrocarbures, il y a une amélioration, des flux d'investissement étrangers en Algérie. Effectivement. Par ailleurs, je vais vous dire un point qui est plus important, c'est que nous limitons la mise en place de ce dispositif au 51-49. Je pense que même le dispositif, nous devrions nuancer, parce que un restaurateur italien qui souhaite s'installer Place Audin pour nous ouvrir une trattoria, je pense qu'il pourrait pouvoir le faire à 100% sans qu'il ni l'État souhaite intervenir, ni un quelconque. Même si je suis certain et convaincu qu'il apprécierait la prise de participation d'un Algérien pour l'assister et l'accompagner. Donc c'est quand même une mesure trop globale à votre avis? Trop globale et trop rigide. Je pense qu'il faudrait la mettre là où cela peut représenter une pertinence pour l'Algérie aujourd'hui ou l'Algérie de demain. Parce que je pense qu'aussi il faudra avoir un cadre dynamique. Les choses qui sont vraies aujourd'hui ne seront peut-être pas demain. Mais j'apporte après une autre indication. Le 51-49 n'arrive pas seul. Le législateur avait mis en place un mécanisme où le 51 local pourrait être réparti au travers de nombreuses parties. Les dispositions également du Code de commerce prévoient le dédoublement des droits de vote. Donc qu'est-ce que recherche un opérateur étranger? Et aujourd'hui, nous avons souvent entendu dire l'IFRS par-ci, etc., etc. Non, même si vous avez 49% du capital et que vous arrivez à avoir un dédoublement de droits de vote qui vous permet d'être à 52-53% de droits de vote, ou même sans existence de droits de vote double, que vous démontrez que vous gérez l'entité, on va vous permettre de consolider vos chiffres de cette participation au niveau de la maison mère. Donc, au titre de la consolidation comptable, il n'y a aucun souci. Quant au contrôle, aujourd'hui, le législateur a clairement dit le management, la gestion donnée aux partenaires étrangers. J'apporte je dirais une critique, c'est que le dispositif 51-49 n'est pas bien explicité, n'est pas bien vendu, marketé. Donc sur cela, il faut faire un effort. Les gens sont souvent très surpris d'entendre que à tel investissement productif en Algérie, etc., vous devez faire le 51-49, mais les gens oublient. Cela vous donne accès au droit à un financement dans des conditions intéressantes, avec une bonification du Trésor, la mise en place d'une concession qui, elle, est hypothécable auprès des institutions financières. Je veux dire, c'est quand même un cadre qui est relativement avantageux. C'est dommage de ne pas l'expliciter. Donc je pense que sur ça, il va falloir faire un effort. Ces dernières années, nous avons vu des initiatives dans le secteur de la pharma, dans le ciment, des biens de consommation courants, toutes nationalités confondues.